Et si l'Afrique était vraiment l'avenir? Mais que vous ne le voyiez pas venir. Pour beaucoup, l'idée d'une Afrique debout, maîtresse de son destin, dérange. On préfère un continent figé dans les crises, condamné à l'échec. Mais si, loin des regards, l'Afrique était déjà en train de réécrire la réalité. Prenez le Burkina Faso. Ce pays, souvent ignoré dans les grands médias, a choisi d'échapper au radar habituel. On parle d'insécurité, d'instabilité, rarement de stratégie, d'organisation ou de transformation profonde. Pourtant, sous la surface, tout s'accélère. Le Burkina Faso orchestre des investissements massifs dans les infrastructures, l'énergie, la connectivité. Rien n'est laissé au hasard. Chaque projet alimente le suivant, chaque avancée prépare la suivante. Cette dynamique n'est pas née d'un simple élan, mais d'une réflexion profonde, où chaque étape du développement est articulée avec soin. On assiste à une planification digne des plus grands chantiers structurants du siècle dernier, comme la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale ou la modernisation de la Corée du Sud dans les années 70. Ce qui se joue ici, c'est un véritable renversement. L'histoire n'est plus celle des blocages politiques, mais une reconstruction méthodique, pensée pour briser les plafonds de verre du développement. Un réveil silencieux, loin des projecteurs. À l'image de la Chine des années 80, qui, loin du regard occidental, amorçait sa mutation industrielle en s'appuyant sur ses forces locales, le Burkina Faso choisit de s'émanciper des modèles importés pour façonner une trajectoire propre, adaptée à ses réalités et à ses ambitions. Si vous vous fiez au discours dominant, vous passez peut-être à côté de la seule dynamique qui compte vraiment. Garder les vieux préjugés, c'est risquer de perdre du temps, de l'argent, et surtout de manquer l'opportunité de comprendre une région qui avance plus vite que jamais. Imaginez les investisseurs qui, dans les années 80, ont ignoré les signaux faibles de la transformation asiatique. Beaucoup ont regretté, des décennies plus tard, de ne pas avoir cru à l'essor des tigres alors qu'ils n'étaient encore que des outsiders. Alors, prêt à regarder derrière les clichés? Osez plonger dans ce qui se construit réellement, loin des idées reçues. Pour cela, il faut accepter de remettre en cause des certitudes séculaires, d'écouter ceux qui vivent et bâtissent au quotidien, et surtout de s'ouvrir à une autre lecture du progrès. Mais comment ce basculement discret s'organise-t-il concrètement? Pour le comprendre, il faut observer les choix stratégiques opérés sur le terrain. C'est dans les détails que naissent les grandes révolutions économiques. Un simple changement dans la manière de poser une voie ferrée, de connecter un village ou d'éclairer une rue peut devenir le point de bascule d'une transformation nationale. Ce que l'on néglige, c'est parfois ce qui finit par tout bouleverser. Les exemples abondent dans l'histoire. La révolution industrielle britannique n'a pas commencé avec la vapeur, mais par la réorganisation du transport du charbon. De même, l'essor technologique indien n'a pas été initié par la Silicon Valley, mais par la décision d'équiper massivement les campagnes en école et en route dans les années 50. Pour la plupart, le Burkina Faso rime avec instabilité, sanctions internationales ou crise politique sans fin. C'est une image entêtante, renforcée par les gros titres, qui façonnent l'opinion et effacent le reste. Pourtant, cette réputation n'est qu'un fragment de la réalité. Dans les années 90, le Rwanda était aussi perçu comme un pays sans avenir. Aujourd'hui, il est cité en exemple pour sa résilience et ses infrastructures modernes. Ce que le Burkina Faso vit aujourd'hui pourrait bien être le début d'un récit similaire. À l'écart des caméras, une mutation profonde prend racine. Peu de voix l'évoquent, mais le Burkina Faso s'est engagé dans une planification économique patiente, dépassant les effets d'annonce ou les promesses éphémères. Ce qui se construit aujourd'hui n'obéit plus à l'urgence, mais à une vision structurée, longuement réfléchie. Le choix de cette méthode rappelle la reconstruction du Japon d'après-guerre, où chaque investissement était pensé pour renforcer l'ensemble du système et non pour briller à court terme. Le pays orchestre désormais une transformation coordonnée. Chaque secteur, transport, énergie, logistique, numérique, avance de concert. Rien n'est laissé au hasard. L'objectif, que routes, rails, réseaux et électricité s'imbriquent et se renforcent, pour rendre la mutation impossible à inverser.
Ce n'est pas un empilement de projets, mais un système pensé pour durer. Cette approche s'inspire des meilleures pratiques observées dans les pays qui ont su sortir durablement de la pauvreté. Cet enchaînement méthodique n'a rien d'automatique. Bien souvent, ailleurs, le développement échoue non pas par manque d'idées, mais à cause de blocages ignorés. Quand le transport s'enlise, que l'énergie vacille ou que l'information ne circule pas, tout le reste s'effondre. Le Burkina Faso, lui, identifie méthodiquement ses points de blocage, puis les attaque un à un, dans un ordre stratégique qui fait la différence. C'est exactement ce qu'ont fait les pays nordiques après la Seconde Guerre mondiale. Une priorité absolue à l'éducation, puis aux infrastructures, puis à l'innovation. Ne pas changer de regard, c'est risquer de rester aveugle à la transformation réelle. On se prive alors des opportunités, et l'on continue à juger l'Afrique sur des critères dépassés, alors qu'elle invente déjà sa propre trajectoire. Les entreprises qui voient juste, elles, investissent déjà dans des secteurs comme le mobile banking ou l'agriculture connectée, anticipant la vague de fonds à venir. Mais comment cette stratégie a-t-elle émergé et quels sont les premiers signes concrets de ce bouleversement? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur des choix qui bousculent les certitudes. C'est là que la réalité du terrain prend le pas sur les théories abstraites. Un pays ne tombe pas parce qu'il manque d'ambition. Il tombe quand il se fige, devient aveugle ou perd ses moyens d'action. Dès que le mouvement, l'information ou l'énergie se raréfient ou deviennent hors de portée, le socle même de la nation s'effrite, peu importe les slogans. Cette leçon se vérifie partout, des empires antiques aux économies modernes. La logistique, la communication et l'énergie forment le cœur battant de toute prospérité durable. Regardez l'histoire. Chaque effondrement débute lorsqu'il devient périlleux ou ruineux de se déplacer, de communiquer ou de produire. L'inflation s'installe, les investisseurs prennent la fuite, les liens sociaux se fragilisent. Cette mécanique, le Burkina Faso l'a comprise. Pour ne pas subir son sort, le pays s'attaque à ces trois fragilités fatales, une par une, dans un ordre implacable. On retrouve ici la logique de la théorie des dominos. Traiter d'abord le maillon le plus faible pour que la chaîne tienne. Premier pilier, la mobilité. Avant l'énergie, avant le numérique, c'est la capacité à bouger qui commande tout le reste. Moderniser l'économie, c'est d'abord raccourcir les distances, fiabiliser les échanges, sécuriser la circulation des personnes et des biens. Voilà pourquoi la route express Ouagadougou-Bobo-Dioulasso n'est pas un chantier ordinaire. C'est la colonne vertébrale du pays qui relie ces deux poumons économiques. Imaginez Paris et Lyon séparés par des routes impraticables. La France n'aurait jamais pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Sur une carte, ce n'est qu'une route. Mais sur le terrain, c'est un multiplicateur de puissance. Elle accélère les flux de marchandises, réduit les coûts logistiques, rassure les transporteurs, attire les investisseurs privés. Son effet se mesure dans chaque livraison plus rapide, dans chaque accident évité, dans chaque commerçant qui vend frais, dans chaque marché mieux approvisionné. C'est exactement ce qu'ont vécu les États-Unis lors de la construction de l'Interstate Highway System, dans les années 50. Le pays s'est littéralement transformé, de l'agriculture à l'industrie, en passant par le tourisme. Grâce à cette voie express, le Burkina Faso ne relie pas seulement deux villes. Il condense son territoire. Là où il y avait deux marchés isolés, un seul écosystème économique prend forme. La valeur du foncier évolue, la logistique change d'échelle, les affaires circulent sans entrave chronique. En synchronisant cette priorité avec le reste du plan, le pays construit sa résilience au lieu de la subir. C'est une leçon inspirée des succès africains, comme celui du corridor Abidjan-Lagos, qui a dynamisé tout le golfe de Guinée. Ce choix de commencer par le mouvement n'a rien d'anodin. Miser sur le numérique ou l'énergie sans avoir réglé la mobilité, c'est bâtir sur du sable mouvant. L'ordre des actions est vital. Sauter une étape, c'est risquer l'effondrement du progrès obtenu. L'exemple du Brésil, qui a misé trop tôt sur les hautes technologies sans résoudre ses problèmes de transport, illustre bien ce risque. Des inégalités renforcées et des poches de pauvreté persistantes. Mais la mobilité n'est qu'un début. L'étape suivante, tout aussi décisive, attend déjà le pays au tournant.
L'énergie. Rendre visible l'invisible. Telle est la révolution silencieuse de la transformation numérique et logistique en cours au Burkina Faso. Des décennies durant, des centaines de communautés ont survécu en marge, effacées de la carte, prisonnières de zones blanches sans réseau, privées d'accès à l'économie moderne et au débat politique. Leur potentiel était enfoui, leurs droits souvent ignorés, tout simplement parce que l'information et les services essentiels leur échappaient. Cette situation rappelle la France rurale d'avant l'électricité, où des régions entières vivaient à l'écart du progrès. C'est là qu'intervient une initiative sans précédent, Zéro Zones Blanches. Son ambition ? Garantir l'inclusion numérique complète en connectant plus de 750 localités jadis isolées. Chaque village, même le plus reculé, doit bénéficier d'une connexion télécom solide et d'un accès Internet rapide, afin que personne ne soit laissé à l'écart. Cette démarche évoque le plan de couverture nationale mené en Suède dans les années 90, qui a permis à chaque citoyen d'accéder à la téléphonie mobile et à Internet. La fibre optique et les infrastructures télécom progressent vite, atteignant désormais les campagnes les plus lointaines. Hier, il fallait parcourir des kilomètres pour un simple appel ou un papier administratif. Aujourd'hui, le numérique ouvre la porte à de nouveaux droits, marchés et opportunités jamais envisagées. Imaginez un agriculteur qui, grâce à un simple smartphone, peut désormais suivre les cours des céréales, vendre sa production directement ou bénéficier de conseils agricoles ciblés. Les premiers changements sont saisissants. Le paiement mobile, longtemps réservé aux grandes villes, s'invite dans les villages. Les petits commerçants encaissent et paient à distance. Leurs revenus sont mieux protégés. L'éducation numérique devient réalité, avec des cours en ligne et des ressources accessibles, même là où il n'y avait ni bibliothèque ni lycée. La santé suit, grâce aux téléconsultations et au suivi médical à distance. L'administration, quant à elle, devient plus efficace, raccourcissant les files d'attente et simplifiant le quotidien des citoyens. C'est la même révolution qu'a connue l'Estonie, pionnière du e-gouvernement en Europe. Mais la transformation dépasse la sphère numérique. Le cœur de la stratégie logistique bat ailleurs, dans le rail. Revenir au ferroviaire est un choix stratégique, face au surcoût du transport routier qui gonfle les prix des marchandises et freine l'industrialisation. Relancer les lignes majeures, comme celle d'Abidjan à Kaya, c'est briser la dépendance aux camions, réduire drastiquement le coût par tonne transportée et fiabiliser les exportations vers le port. Ce choix rappelle celui du Canada au XIXe siècle, où le chemin de fer transcontinental a unifié le pays et stimulé son économie. C'est aussi une affirmation de souveraineté industrielle. Chaque kilomètre de voie ferrée restauré ou construit offre une chance de former des compétences locales, d'asseoir une indépendance technique sur le long terme. Les jeunes ingénieurs et ouvriers, formés sur ces chantiers, deviennent les artisans d'une économie plus solide et moins dépendante des aléas extérieurs. Ce mouvement s'accompagne d'initiatives pour développer la maintenance locale, la fabrication de pièces détachées et même la conception de matériel adapté au climat burkinabé. Pourtant, un risque crucial subsiste. Négliger le maillage global des infrastructures, c'est condamner l'inclusion économique à l'échec. Si la connectivité demeure partielle, la croissance restera un privilège réservé à quelques enclaves, laissant le reste du pays à la traîne. L'enjeu est donc d'orchestrer ces avancées de manière systémique, afin que le progrès bénéficie à tous. C'est ce qui a fait le succès du modèle allemand, fondé sur un équilibre entre métropole et territoires ruraux. Mais derrière chaque progrès technique se cache un défi plus vaste, rendre l'énergie accessible et fiable partout. Car sans énergie, même la meilleure connectivité reste lettre morte. L'histoire de l'Inde moderne montre que les régions restées dans l'obscurité ont pris du retard sur tous les plans, du développement industriel à la santé publique. L'électricité est bien plus qu'un simple service public. Au Burkina Faso, elle incarne la frontière entre stagnation et décollage. Ici, la lumière qui vacille, la machine qui s'arrête, chaque hausse de facture rappelle la fragilité d'un système dépendant, lourdement exposé aux aléas extérieurs. Cette précarité énergétique ressemble à celle vécue par l'Espagne rurale jusqu'aux années 70, avant la généralisation du réseau.
Depuis de longues décennies, l'énergie reste le talon d'Achille du pays. Trop souvent, l'obscurité s'installe, les ateliers ralentissent et les familles s'endettent pour un bien pourtant vital. Cette précarité n'est pas une fatalité, mais elle exige une riposte, pensée pour durer, résiliente face aux chocs qui ne manqueront pas de survenir. La résilience énergétique est d'ailleurs un impératif mondial, comme l'a montré la crise du gaz en Europe en 2022. La réponse stratégique ? Un projet solaire d'envergure capable de délivrer 150 MW, appuyé par 50 MW de batteries de stockage. Cette alliance ne fait pas que verdir la production. Elle stabilise le réseau, absorbe les pics de demande et rend le pays moins vulnérable à l'imprévu des importations. La Namibie, pionnière du solaire en Afrique australe, a montré l'exemple avec son mix énergétique robuste et durable. Les batteries changent la donne. L'énergie captée sous le soleil brûlant ne se gaspille plus une fois la nuit tombée. Les coupures s'espacent, le service s'améliore et surtout, les coûts s'allègent pour les ménages comme pour les entreprises. C'est la même révolution qu'ont connue les zones rurales au Maroc, où l'électrification solaire a permis de créer des emplois et d'ouvrir de nouveaux marchés. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Plutôt que d'opposer renouvelables et thermiques, le plan burkinabé les combine. Une centrale thermique de 119 MW vient compléter l'écosystème. Elle prend le relais quand le soleil fait défaut, assure la continuité et la sécurité d'approvisionnement. Résultat, la transition énergétique se déroule sans à-coups, sans rupture brutale ni risque de blackout. L'Allemagne, en pionnière du mix énergétique, a longtemps combiné l'éolien, le solaire et le gaz pour garantir la stabilité de son réseau. Toute la subtilité du modèle réside dans cette logique systémique, invisible au premier regard. Chaque étape vient consolider la précédente, sans saut dans l'inconnu ni promesse en l'air. Cette cadence méthodique rend le changement difficile à défaire. Elle forge une résilience nouvelle, capable d'absorber les secousses politiques, techniques ou économiques. C'est ainsi que Singapour a bâti sa prospérité, en consolidant chaque avancée avant de passer à la suivante. Ignorer la chronologie et la complémentarité de ses choix, c'est risquer de piétiner, ou pire, s'enfermer dans une dépendance coûteuse pour de nombreuses générations. Le Venezuela, par exemple, a négligé la diversification de ses infrastructures et s'est retrouvé piégé dans une crise énergétique et logistique majeure. Que retenir de cette transformation ? Le Burkina Faso ne se contente pas de réagir. Il anticipe, il construit, il se réinvente. Le prochain défi ? Connecter cette nouvelle énergie à l'ensemble du tissu économique et social. Cela passe par des mesures concrètes. Subventionner les branchements pour les familles modestes, accompagner les artisans dans la modernisation de leurs équipements, ou encore favoriser les coopératives pour mutualiser les coûts d'accès à l'énergie. Allez-vous rester simple témoin, ou choisirez-vous d'entrer dans la révolution discrète qui agite le Burkina Faso ? Cette interrogation n'est pas anodine. Le récit que nous venons de traverser n'est ni un mirage, ni un slogan, mais la réalité concrète d'un pays qui a décidé, pas à pas, d'affronter ses faiblesses pour forger un tout autre destin. Les grandes mutations commencent souvent dans l'indifférence, comme l'a montré l'histoire de la Silicon Valley, longtemps ignorée avant de devenir le centre du monde technologique. Souvent, les médias braquent leurs projecteurs sur l'instabilité, les crises et les peurs passagères. Pourtant, derrière ces reflets trompeurs, le vrai chantier du Burkina Faso s'est construit à l'abri du bruit. Le béton coulé, les câbles tendus, les routes et réseaux connectés. Ici, chaque ligne électrique, chaque kilomètre de voie, chaque data reliée n'est pas qu'une avancée technique. C'est une pièce d'un puzzle pensé comme un système global, où chaque progrès en appelle un autre. Cette vision holistique est la clé des succès du passé, de la modernisation japonaise à la reconstruction européenne. Ignorer cette transformation, c'est s'enfermer dans des schémas dépassés et rater le cœur des mutations africaines. C'est risquer de rester aveugle aux signaux faibles et de perdre, avec le temps, des occasions de comprendre, d'investir et d'influencer. À l'inverse, savoir lire ces dynamiques, c'est gagner en crédibilité, anticiper des marchés en gestation et se libérer des préjugés qui coûtent cher. Pour les entrepreneurs, c'est l'occasion d'agir. Créer des startups qui s'appuient sur la nouvelle connectivité,
développer des solutions d'énergie partagée ou innover dans la logistique rurale. En fin de compte, votre position face à cette révolution silencieuse sera décisive. Serez-vous acteur du mouvement africain ou simple spectateur, figé dans l'ancien monde? Le choix vous appartient. Mais une chose est certaine, l'Afrique n'attendra personne. Le Burkina Faso, lui, continuera d'avancer, loin des discours, avec la force tranquille de ceux qui bâtissent leur avenir pierre après pierre. Restez attentifs, car ces mutations, invisibles pour les regards pressés, redessinent déjà les contours d'un continent prêt à surprendre le monde. Et si vous décidiez à votre tour de regarder l'Afrique autrement, d'observer chaque chantier non comme une simple dépense, mais comme le socle d'un nouveau modèle, d'écouter les voix locales, de vous informer sur les appels d'offres, de suivre, projet par projet, le fil d'une renaissance silencieuse. Car dans quelques années, les regards se tourneront vers ceux qui auront compris et qui auront su miser tôt sur cette Afrique qui avance. Alors, que ferez-vous? Resterez-vous figé dans les clichés ou deviendrez-vous partie prenante de la transformation? Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. L'Afrique, et le Burkina Faso en particulier, sont peut-être en train de prouver que l'impossible n'est qu'une question de regard. La question n'est donc plus de savoir si l'Afrique est l'avenir, mais si vous êtes prêt à voir cet avenir et à y prendre part.